Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Cette vidéo sera un peu courte, mais je me devais de la sortir au plus vite avant de retourner à quelques analyses promises sur la question d'Elbaf et de Wano. Dans cette vidéo, nous chercherons à comprendre ce que représente le Ryo Poneglyph, mais mieux encore, à travers un voyage que je vous propose, je veux vous amener à comprendre ce qui a pu être écrit sur ce Ryo Poneglyph. Bien évidemment, si vous connaissez mon travail sur le paradoxe temporel, vous avez sûrement compris où je veux en venir. Mais si vous voulez encore être charmé, je vous propose un nouveau voyage. Alors, allons-y. Je vous invite à plonger avec moi dans des écrits mystérieux qui encore aujourd'hui nous font nous poser que plus de questions sur l'œuvre que représente le manga One Piece. Poneglyph, c'est le nom que l'on a donné à ces écritures obscures, presque magiques, qui auraient été écrites par une civilisation désormais disparue il y a plus de 800 années. Pourquoi ont-elles été écrites ? Selon les mots du professeur Clover, que je cite beaucoup dans mes vidéos, les poneglyphes seraient des vestiges destinés à nous conter une histoire. L'histoire d'un peuple disparu, mais aussi de leur plus grand adversaire qui aujourd'hui contrôle le monde. Les poneglyphes donc avaient pour but de transmettre une vérité cachée, une vérité si dangereuse qu'elle pouvait ébranler toutes les institutions de ce monde. Mais de quelle vérité le professeur Clover voulait donc nous parler ? Nous l'ignorons, car avant même qu'il n'ait eu le temps de nous dire les mots que nous attendions tous, Clover fut assassiné. Mais comme nous le savons désormais, les secrets enfuis, que ce fût dans notre univers ou bien dans celui du monde de One Piece, finissent toujours par remonter à la surface. De ce que nous savons, les poneglyphes nous racontent l'histoire oubliée du peuple d'un ancien royaume. Un royaume si beau et si grand qu'il était la source de bien des convoitises. Bien qu'au début du manga, nous ne connaissions rien des poneglyphes, au fil de ce dernier, de nombreux secrets sur l'histoire de ce royaume, ainsi que d'un personnage réputé pour sa joie légendaire, nous ont été dévoilés. Ainsi, ces écrits gravés dans la pierre semblent avoir perdu cette aura presque impersonnelle des retranscriptions historiques. Finalement, ces cubes sont en réalité des indications et surtout des témoignages. Or, c'est bien ici que se trouve toute la subtilité de ces poneglyphes qui n'ont pas l'air d'histoire, mais bel et bien des contes d'un ancien temps, de grandes fables d'une époque révolue. Or, ceci, mes amis, ne vous rappelle-t-il rien ? Est-ce que la thématique du conte n'est pas au centre de l'œuvre que nous adorons ? Quand nous relisons le manga, nous voyons que dans One Piece, tout semble lié au pouvoir de la fable. De Laugh Tale, dont la signification signifie histoire drôle, à Elbaf, dont le nom ne signifie que fable à l'envers, toutes les histoires dans le manga passent à travers l'oral. Et c'est ainsi que dans notre monde naissent les légendes, à travers l'oral. La fable, de par sa nature, a donc un pouvoir sur l'esprit de celui qui l'entend. Bien que lue, elle est faite avant tout pour être entendue et être assimilée au plus profond de notre esprit. Ainsi se produit un changement en nous une fois que l'on a compris la leçon de l'histoire. De la fable du lièvre à la tortue à celle du garçon qui criait au loup, Oda ne cesse de nous partager des fables à travers ses personnages et ses arcs narratifs. Et parmi tous ces arcs, il y en a un qui sera sans doute capital et expliquera le pouvoir caché des fables. Je veux bien entendu parler d'Elbaf, l'île des géants. Comme nous le savons tous désormais, il y a bel et bien une possibilité que le dernier autre poneglyphe soit caché à Elbaf. Bien que je continue de penser que l'ancien royaume serait né à Wano, j'avais aussi émis l'hypothèse dans ma série sur le Ragnarok que les géants pouvaient être les descendants directs des Oni, ou comme on les appelle, les géants de glace. Puisque la mythologie nordique est bien la base de l'histoire de One Piece, ne serait-il pas logique que la base des poneglyphes, objet destiné à nous conter la légende de l'ancien royaume, se trouve à Elbaf ? De toutes les inspirations connues utilisées par Oda, celle des runes, écriture sacrée pour communiquer avec les dieux, est celle qui se rapproche le plus des poneglyphes. Nous pouvons revenir à l'une de mes théories sur l'origine de ces écritures. Je vais vous la rappeler. Pour moi, l'écriture des poneglyphes serait en réalité l'écriture originelle des géants. Ces mêmes géants les auraient transmis aux habitants de la Lune qui les auraient gravés dans la pierre. Les géants d'Elbaf auraient ensuite fait voyager ces poneglyphes à travers le monde. Ainsi, la grande fable se serait répandue dans le monde à travers les défenseurs de la liberté, appelés pirates. Mais comme nous le savons si bien, un adversaire terrible né de cette époque de l'ancien royaume aura tout fait pour faire disparaître cette vérité. C'est ainsi que va débuter le second chapitre de notre théorie. On dit d'elle qu'elle est la seule survivante du massacre de l'île des démons d'Ohara. Depuis ses 8 ans, Nico Robin arpente les mers à la recherche des pierres qui ont conduit son île à disparaître. Nous savons que Robin a pu trouver plusieurs poneglyphes durant son voyage. Ceci s'est passé bien avant qu'elle rencontre Luffy. Parmi ceux qu'elle a trouvés, plusieurs lui ont permis de découvrir des emplacements d'armes antiques, mais quelques-uns sont aussi témoins de l'histoire des pays. Et ce petit détail a une très grande importance dans cette théorie. Mais avant de parler du rapport des poneglyphes à l'histoire, j'aimerais faire un voyage avec vous dans le passé, 2 années plus tôt, sur l'île d'Alabasta. En relisant le manga,
nous pouvons avoir une seconde lecture sur une scène qui est loin d'être anecdotique. Encore aujourd'hui, quand on revoit la scène de Robin face au poneglyphe d'Alabasta, on se souvient que l'archéologue avait mis la main sur Pluton. Mais étrangement, on porte peu d'intérêt aux mots qu'elle prononce avant que Crocodile ne la poignarde. Pour vous faire un petit rappel, Robin nous raconte l'histoire officielle d'Alabasta durant l'âge du paradis. Elle nous dit alors ceci. Un certain Caïra réussit la conquête d'Alabasta en l'an 239. En l'an 260, un certain Taymer règne sur la dynastie de Beytane. Et en l'an 306, la cathédrale de Taf est bâtie. Puis plus tard, elle parle d'un certain Mandan Doltia, mais Robin n'a jamais eu le temps de finir sa phrase. La question qui se pose alors est celle du pourquoi Oda nous laisse des dialogues aussi peu intéressants en apparence. On pourrait croire que Robin essaie simplement de duper Crocodile en lui citant une histoire qu'elle connaît par cœur, mais ce n'est pas le cas. Elle semble bien lire le poneglyphe d'Alabasta tout en éludant le passage sur Pluton. Donc, il n'y a qu'une solution. Robin nous racontait là la véritable histoire, et pas n'importe laquelle. Elle nous racontait pas que l'histoire d'Alabasta, mais bien celle de l'ancien royaume lui-même. Et si, comme je l'ai dit par le passé, les cités actuelles que nous croyons indépendantes ne sont en réalité que des cités de l'ancien royaume qui auraient été transportées par-delà les mers, alors comme Robin l'a si bien dit, les poneglyphes, comme les cités, doivent s'unir à nouveau pour former l'histoire de l'ancien royaume, celle qui aurait été effacée par le gouvernement, l'histoire même du Rio Poneglyph. Tout ce dont je vous parle peut paraître obscur pour le moment, mais je ne fais que vous retranscrire les informations pour que vous arriviez à ma théorie. Car maintenant que nous savons que les poneglyphes ne sont pas liés à un pays, mais à tous les pays de l'ancien royaume, alors nous comprenons mieux ce que le gouvernement essaie de faire. Le massacre d'Ohara a été ordonné par les 5 sages et Im car les archéologues se rapprochaient d'une vérité cachée. Et cette vérité ne se repose pas que sur l'histoire oubliée, mais aussi sur le pouvoir extraordinaire du nom. Parce que la seule chose qui perdure dans le temps est le nom, le faire disparaître suffit à faire disparaître un concept ou une vérité. Comme le disait Orwell dans 1984, si on veut se débarrasser d'un problème, il suffit d'en faire disparaître le mot. Or, la dystopie du monde de One Piece, qui démontre une dictature qui manipule l'opinion publique, se repose justement sur le pouvoir des mots. Ainsi donc, l'ancien royaume est bien présent et on l'a peut-être déjà vu dans le manga, mais comme nous ignorons son nom, alors il semble ne pas avoir d'existence. L'usage d'un nom peut donc devenir un outil d'oppression. Mais là, j'ai envie de vous demander quelque chose. Est-ce que le nom ne peut pas non plus servir d'outil de libération des peuples ? Comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, dans le manga One Piece, beaucoup de choses fonctionnent par paire. Et Shiro Oda use beaucoup de la dualité pour aborder plusieurs sujets. Parfois il explore ces sujets avec la similarité, d'autres fois avec les opposés. Pour le cas de l'ancien royaume et du gouvernement, il s'agit de deux opposés. En partant de ce point de vue, on peut s'imaginer que tout comme le gouvernement mondial aurait fait disparaître God Valley, Laftel et d'autres îles, l'ancien royaume aurait laissé des indices autres que les poneglyphes. Et deux mystères dans le manga tentent d'ailleurs à prouver ce que je dis. Le premier exemple, celui que je pense le plus parlant, est celui qui est dans le titre même de l'œuvre. Oui, je parle bien de la quête de tous les pirates, le One Piece. Car effectivement, le vrai nom du One Piece pourrait être une de ces armes de libération pour les peuples. Il y avait de cela des années, on pensait que le terme One Piece était le nom donné au trésor de Goldie Roger. Mais déjà à l'époque, beaucoup en doutaient. Et aujourd'hui, Oda nous a confirmé que le terme One Piece existait bel et bien avant Roger. Donc, une question se pose. Qui a nommé le One Piece ainsi ? Et surtout, pourquoi lui a-t-on donné ce nom ? Il est évident que le gouvernement n'est pas à l'origine de ce nom, car son but était justement de supprimer le One Piece de la mémoire collective. Le mot One Piece trouve donc sa source dans l'ancien royaume et ceux qui y ont survécu. Mais à l'inverse des poneglyphes, le terme One Piece aurait été transmis par l'oral à travers les contes, les fables et les légendes. Le sens originel du nom One Piece serait déformé avec le temps. Il serait devenu un trésor à travers les siècles, alors qu'il était peut-être tout autre chose au départ. Maintenant, qu'est-ce que le One Piece ? Ça, évidemment, nous l'ignorons. Mais nous savons qu'il a un rapport avec l'unité. C'est peut-être un objet qui est capable d'unir le monde, ou un concept matériel. Ou bien, est-ce peut-être ce Rio Poneglyph qui unit tous les autres et libère la vérité ? Ce qui est intéressant, car nous avons constaté que les citoyens du monde vivent dans l'ignorance. Ils n'ont plus la foi. Et surtout, ils ne rêvent plus. Nous, en tant que lecteurs, nous avons pu constater que les cités d'or existaient. La cité d'émeraude existe sans doute aussi. Beaucoup de légendes auraient perdu de leur sens à travers les siècles. J'en avais d'ailleurs parlé avec l'histoire de Ryoma qui aurait tué un dragon. Ce dragon en réalité serait une image, celle d'un dragon céleste. Lorsque l'on comprend ça, on peut s'imaginer que la fable et la rumeur sont donc des armes de libération. Mais la plus grande menace que le gouvernement craint autant que le One Piece est la venue du libérateur, ce roi qui aurait voyagé 800 années pour unir les peuples. On l'appelle Joy Boy, mais personne ne connaît son véritable nom. Dans la théorie que je vous propose, où le nom est une arme de destruction, celui de Joy Boy pourrait aussi sauver le monde, tout comme le détruire, comme le pense Im. Ainsi donc, l'ancien royaume connaissait sans doute le nom de Joy Boy, mais avec le temps, celui-ci se serait perdu et n'aurait survécu qu'à travers les fables transmises de population en population. Et c'est pour cette raison que beaucoup de protagonistes du manga attendaient ce Joy Boy et souhaitaient le protéger.
Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup voulaient le détruire et le faire disparaître de l'histoire. C'est là que se trouverait la raison pour laquelle Ace a été exécuté. Ace était pour beaucoup de personnes le Joy Boy annoncé. On notera d'ailleurs l'allusion biblique faite par Eiichiro Oda à la naissance de Ace. Ace, fils de père inconnu et presque dieu des océans, naîtra d'une mère qui leur a porté plus de temps que de raison. Ce sera donc un miracle. Cela correspond bien à la venue du Christ. Le Christ, dont la naissance poussera Hérode à tuer tous les bébés nés durant son année de naissance. La mort de Ace avait donc un but. Il ne s'agissait pas là d'une folie de la justice, mais bel et bien d'une volonté de détruire la prophétie de Joy Boy, car nul ne connaissait son véritable nom. Mais tout ceci nous fait nous poser une question. Si le nom est si important dans l'œuvre, et si celui-ci ne doit pas être oublié et qu'il est bien présent dans les poneglyphes, qui est donc ce roi qui aurait inspiré l'histoire du Ryo Poneglyph? Tout ceci va nous amener au dernier chapitre de cette théorie. Le dernier chapitre de cette théorie synthétise tout ce dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Toutes les informations distillées par Oda avaient donc un but, nous amener au sens même du Ryo Poneglyph. Il a été dit que le Ryo Poneglyph était le texte authentique de l'histoire, et Oda nous a bien prouvé que c'était le cas. Les poneglyphes ont des trous volontaires pour éviter que l'on remonte trop vite à la vérité, une façon de ne pas laisser le gouvernement détruire la seule source capable de libérer les peuples. Mais une question vient s'interposer sur la définition même du Ryo Poneglyph. Je m'explique. Est-ce que le terme Ryo Poneglyph doit être pris tel qu'il est, et donc en japonais, ou bien ce que j'entends en langue intradiégétique, ou bien est-ce qu'il y a un sens caché à trouver et qui se reposerait sur l'extradiégétique? Pour rappeler la définition, l'extradiégétique est ce qui concerne notre monde et les références faites à notre culture. Cela concernerait les clins d'œil qu'Oda nous fait pour nous présenter des concepts. C'est ce qui nous permet de faire des théories. Nous avons beaucoup d'exemples qui le confirment, tels qu'Usopp le conteur, mais aussi Elbaf qui a un lien avec la fable. Alors si on part de ce principe, le terme Ryo pourrait nous amener à quelque chose. Le terme Ryo se rapproche beaucoup du mot roi, vous ne trouvez pas? Pour ma part, j'en suis venu à la conclusion, qui pourrait être recentrée, que le terme Ryo est un anagramme pour roi. Mais tout ceci n'est pas qu'une folie de ma part, elle se repose sur une certaine logique. En effet, quel est le plus grand témoignage possible dans le monde de One Piece si ce n'est celui de l'ancien royaume et de son roi? Et surtout, qui est le personnage auquel tous font allusion si ce n'est le roi de l'ancien royaume? Alors si on part de ce principe, le Ryo Poneglyph serait bel et bien la fable de ce roi qui n'est personne d'autre que Joy Boy. Ainsi, tout prend alors sens. Le Ryo Poneglyph qui a été trouvé par Goldie Roger se trouve à Laugh Tale, l'île du rire nommée ainsi après l'histoire drôle entendue par ces pirates. Maintenant il nous reste à savoir qui est ce Joy Boy, qui est cet enfant souriant dont tous parlent et que tous recherchent. Comme je l'ai dit dans la vidéo, beaucoup ont cru à tort que Ace était Joy Boy, et en forçant le destin, ils ont révélé un autre prétendant au titre de Joy Boy. Bon, il est inutile de faire du suspense, nous savons qui est Joy Boy, et surtout nous connaissons l'histoire. Toute ma théorie n'avait que pour but de vous amener à ce point. C'est là que je vais devoir vous demander si vous vous rappelez de ma théorie sur le paradoxe temporel. Si oui, alors nous pouvons aller encore plus loin dans celle-ci. Soyez sans crainte, ici je ne vous parlerai pas de voyage temporel, mais simplement de concepts. Et pour cela, je vais devoir faire appel à votre mémoire. Comme pour moi, je vous invite à relire le manga et de remettre en place ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Pour un dernier rappel, nous savons que le Ryo Poneglyph a été mis en place pour donner la véritable histoire qui a été cachée par le gouvernement mondial. Im et les 5 étoiles faisaient en sorte de supprimer les véritables noms des choses pour oppresser les peuples. Or, en relisant le manga One Piece, il y a certainement quelque chose qui vous a sauté aux yeux, n'est-ce pas? Si vous regardez bien, il y a bien des personnes qui transmettent la vérité dans notre histoire, et qui, étrangement, sont à chaque fois effacées. Et ces gens sont les pirates. L'exemple que je vais vous introduire est celui de Gold Roger. Oui, je l'appelle Gold, car le gouvernement a fait en sorte de faire disparaître son véritable nom et de supprimer son dit. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Rox D. Chebek, qui n'existait pas avant que Sangoku ne fasse mention de son nom. Les deux exemples que je vous propose sont là pour dire que la véritable histoire, et donc le Ryo Poneglyph, est liée aux pirates et à un équipage en particulier. Vous l'aurez compris, il s'agissait bien des pirates du chapeau de paille. Car en relisant le manga, on constate deux choses. Tous les arcs narratifs ne sont pas introduits en temps réel. En effet, tous les arcs de One Piece nous sont racontés au passé, et donc par une personne qui connaît la fin de l'œuvre et le destin de Luffy. Et c'est là que se trouverait l'indice le plus important de cette théorie. Car en regardant les cadres de présentation de chaque début d'arc et de chaque fin d'arc, on se rend compte que celui-ci aborde bien des événements et des dates précises, comme le ferait si bien un livre de contes, mais aussi un livre d'histoire, et donc de poneglyphes. Comprenez-vous où je voulais en venir? Certains avaient émis l'hypothèse par le passé que One Piece
nous était raconté par un écrivain qui n'était autre que Sabo. Je pense notamment au youtubeur Lazertiop, mais pas que. Une formidable hypothèse que je vous invite à reconsidérer. Ce sur quoi je m'attarderai et qui est en lien avec ces théories est le pouvoir d'effacer la lumière que possède Im. En effet, le maître du monde peut faire disparaître une personne en faisant disparaître son nom. Or, n'est-ce pas ce que les Mugiwara ont subi depuis le début de l'œuvre? Faites appel à votre mémoire. Et surtout, rappelez-vous tous les arcs impliquant le gouvernement. Depuis le début de l'œuvre, Luffy et ses amis libèrent des peuples de l'oppresseur. Pourtant, jamais, au grand jamais, ils ne sont apparus en tant que héros. Luffy refuse d'ailleurs d'être considéré comme un héros. C'est pourquoi quand il sauve l'île de Morgane, il ne sera jamais nommé comme sauveur. Les marines lui rendront hommage, mais en silence. Il en sera d'ailleurs de même pour Alabasta. Mais contrairement au gouvernement qui cherche à effacer Luffy de l'histoire, le peuple, lui, se souvient de son héros. Et c'est pourquoi il fera en sorte que jamais on oublie ce pirate au chapeau de paille, que jamais on oublie cet enfant souriant, leur roi, le Joy Boy. Maintenant que je vous ai dit tout ceci, vous avez donc compris ce dont je voulais vous parler. Vous avez compris où je voulais en venir. Voilà le sens de tout. Voici la raison pour laquelle Roger et son équipage riaient aux larmes en lisant le Rio Poneglyph, car il s'agissait de l'histoire de Luffy, l'histoire du roi. Le Rio Poneglyph n'est rien d'autre que l'histoire de Luffy, l'enfant qui a souhaité devenir pirate sous l'inspiration de Goldie Roger. Imaginez-vous l'ironie? Eh bien c'est cette ironie et cette histoire de boucle temporelle qui aurait fait rire Roger aux larmes. Voilà donc le secret ultime du Rio Poneglyph. Le Rio Poneglyph n'est pas qu'une histoire cachée. Non, cela va bien au-delà de ça. Le secret du Rio Poneglyph est qu'il est en réalité le manga One Piece que vous-même lisez. Ainsi, tout prendrait son sens. La lettre d'excuse de Luffy à Shirahoshi pour ne pas avoir rempli sa promesse, ou bien la drôlerie de l'histoire, sans doute provoquée par son art de raconter les choses. Car l'histoire de Luffy est sacrément drôle, n'est-ce pas? Et elle est aussi très émouvante. On pourrait aussi savoir pourquoi Shanks est allé recruter Yasop, père du roi des snipers autoproclamé. Même moi j'en ris en y pensant. Tout comme pour Roger, Rayleigh, Scopper, Oden et bien d'autres, vous lisez actuellement le Rio Poneglyph et vous êtes témoin de la véritable histoire. Vous pleurez et riez en vous imaginant les aventures de ce Joy Boy et de ses compagnons. Vous lisez l'ultime témoignage de ces personnages si incroyables et de cette histoire drôle qu'ils ont à vous transmettre. Car le Rio Poneglyph est l'ultime témoignage de ces pirates qui vous ont tant fait rêver et continueront de vous faire rêver et rire aux larmes en vous attendant au bout de Grand Line.